Merci Julie pour ton introduction et tes mots de bienvenue. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aussi ce soir et pouvoir faciliter vraiment l'échange à la fin de la présentation de nos deux conférencières que j'ai le plaisir de vous présenter. Juste une petite biographie, quelques mots sur elles. Donc, je commence avec Laila Rifai. Laila a été admise au bureau de l'Ontario en 2012 et a rejoint Arch Disability Law Center en juillet 2017. Elle occupe le poste d'avocate bilingue et chargée des programmes étudiants à Arch et fournit des services juridiques bilingues dans plusieurs domaines de droit liés aux droits des personnes ayant un handicap en Ontario. En plus de fournir des services juridiques directs aux personnes en situation de handicap, elle fournit une éducation juridique publique ainsi que des présentations aux membres de la profession juridique et aux communautés d'âge sur une variété de sujets. Avant de s'installer à Arch, elle a pratiqué brièvement en droit de la famille et droit de l'immigration. Elle a également occupé le poste d'avocate salariée dans une clinique juridique communautaire de Prescott-Russell pour quelques années. Tout au long de sa carrière juridique, Laila a comparu devant plusieurs tribunaux administratifs, la Cour supérieure de justice et la Cour divisionnaire. Maintenant, je vais vous présenter Audrey Labrie. Audrey est avocate à la clinique juridique Roy McMurtry, où elle pratique en droit de l'emploi, droit de la personne, droit du logement et en maintien du revenu. Elle est aussi responsable du programme d'accès à la justice en français offert à travers les cliniques juridiques de l'Est ontarien. Avant de rejoindre l'équipe de la clinique juridique en 2017, elle a complété le programme de Common Law en français à l'Université d'Ottawa. En tant que militante pour les droits linguistiques, Audrey s'est engagée auprès de la francophonie depuis le secondaire. Elle a par la suite été à la vice-présidence de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada de 2015 à 2018. Sans plus tarder, je vais passer la parole maintenant à Laila Wifai. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction. Bienvenue tout le monde. Juste avant qu'on commence, je vais juste vous partager mon écran pour notre PowerPoint. Juste un instant que je peux. Et voilà. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, comme Julie et Jude vous ont expliqué, on est ici pour discuter des droits des étudiants en situation de handicap et l'inclusion en classe. Euh, on, on va parler de quelques différents sujets à propos de l'inclusion en classe. Mais d'abord, je vais juste passer quelques petites minutes juste pour expliquer qui on est, qui est Arch, et aussi Audrey va pouvoir vous expliquer aussi un peu plus des cliniques juridiques pour ceux qui savent pas vraiment le système de clinique juridique. Ensuite, on va rentrer dans le jus en parlant des droits de la personne et c'est quoi la discrimination en éducation, comment se passe le processus d'accommodement. Et puis, on va par après rentrer dans la question sur les CIPR, les PEI et la loi sur l'éducation. Et finalement, on va finir la présentation avec des conseils pratiques dans le processus d'accommodement et également Audrey va également nous parler un peu aussi des droits linguistiques des étudiants aussi également. Puis on va avoir un peu de temps à la fin là, pour des questions, si vous en avez, pour soit moi ou Audrey. Donc, tout d'abord, Arch, on est une clinique juridique spécialisée. On pratique exclusivement en droit des personnes handicapées. Donc, qu'est-ce qu'on fait exclusivement? C'est qu'on est dévoué à la défense et la promotion des droits à l'égalité, liberté fondamentale et l'inclusion des personnes ayant un handicap à faible revenu qui résident en Ontario. Et puis, on est principalement financé par Aide juridique Ontario.
On fait une gamme de services juridiques différents, mais peut-être un des types de services les plus importants, c'est qu'on offre des conseils juridiques sommaires et un service de référence aux personnes ayant un handicap à travers l'Ontario. Et puis, on offre également aussi la représentation juridique dans certaines situations. On est limité dans le sens des domaines de droit qu'on pratique, par contre, on ne fait pas de tout. Mais si jamais vous avez une question, puis vous n'êtes pas certain, si Arch peut vous donner un conseil sommaire, puis quand même nous appeler ou nous contacter, si c'est pas quelque chose qu'on peut faire, on peut vous référer à un autre organisme qui peut vous aider. Mais juste pour vous donner une petite idée là, de qu'est-ce qu'on peut donner des conseils sommaires dessus. Droit de la personne, discrimination, lié au travail, lié à des accès de services, éducation primaire, secondaire, postsecondaire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'éducation primaire et secondaire. On donne également des conseils sur les lois sur l'accessibilité, si vous recevez des services de préposés de soins, droit de l'éducation également de façon plus générale que simplement la discrimination, droit du transport également et le droit de prise de décision. Et pour le dernier domaine, je veux juste rajouter là, que on se concentre plus sur la révocation de tutelle et non mettre en place la tutelle. Donc, je sais que des fois, il y a bien des gens qui pensent qu'on peut aider à mettre en place une tutelle, mais on fait le contraire. Donc, ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait. Puis, juste avant qu'on rentre dans vraiment le sujet là, que vous attendez pour entendre, Audrey, je veux juste te laisser la place là, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je vais juste en bref rajouter aussi le service que les cliniques juridiques communautaires offrent. Alors, en Ontario, nous sommes chanceux, nous avons des cliniques spécialisées comme Arch qui travaillent spécifiquement dans un domaine de droit. Mais on a aussi des cliniques communautaires comme la clinique où je travaille. Et chaque région a sa propre clinique. Donc, on offre surtout des cliniques, des services juridiques à des personnes à faible revenu. Et une grande majorité des cliniques pratiquent dans le domaine du droit du logement ou en maintien du revenu, mais certaines cliniques pratiquent dans d'autres domaines, comme la nôtre, par exemple, en droit de la personne aussi. Alors, on veut juste faire la promotion de nos services et on veut s'assurer que vous sachiez que ce qu'on fait est notre background là, comme avocate de clinique juridique. Oui, parfait. Merci, Audrey. Donc là, on va rentrer vraiment dans c'est quoi les droits de la personne et l'inclusion scolaire. Une chose à se rappeler quand on parle de l'inclusion scolaire ou l'inclusion en classe, le but des droits de la personne, c'est vraiment fondé sur une approche que c'est important de créer des cultures scolaires inclusives pour tous les élèves qui vont à l'école. Et c'est également un autre objectif, c'est de garantir l'égalité d'accès aux services d'éducation pour tous. Donc, il y a plusieurs façons de manière d'arriver à l'égalité. Qu'est-ce qu'on va se concentrer aujourd'hui dessus? C'est vraiment le processus d'accommodement pour les élèves en situation de handicap, donc qui ont besoin des accommodements ou des mesures d'adaptation afin d'avoir accès à leur éducation au même titre que tout le monde. Donc, quand on parle des droits de la personne dans le domaine d'éducation, on parle vraiment de deux lois distinctes.
deux lois qui sont distinctes, mais qui des fois, ils s'influencent l'un et l'autre. Puis, on va passer à travers ces deux lois-là aujourd'hui. La première loi qu'on on va discuter, c'est le Code des droits de la personne de l'Ontario. C'est une loi qui peut plus générale, c'est dans le sens de les droits de la personne en général en Ontario et la protection contre la discrimination. Mais l'autre loi également qui s'applique quand ça vient au service éducatif et aller à l'école et tous les droits d'un élève, c'est la loi sur l'éducation de l'Ontario. Donc, on va passer un peu plus de temps là, vers la fin sur c'est quoi la loi sur l'éducation. Donc, d'abord, comme j'ai mentionné, on va commencer avec le Code des droits de la personne de l'Ontario. Essentiellement, le Code garantit la protection contre la discrimination et le harcèlement, quel que soit le handicap d'une personne ou d'autres motifs qui sont protégés également par le Code. Je vais vous expliquer prochainement là, qu'il y a il n'y a pas juste, le Code ne protège pas seulement pour des personnes ayant un handicap, mais également des personnes qui sont membres de d'autres groupes protégés également. Le Code des droits de la personne offre cette protection-là dans plusieurs domaines qu'on appelle des domaines sociaux. Mais aujourd'hui, on va se concentrer là, vraiment plus sur ce qu'on appelle le domaine de la prestation de services, qui comprend les services éducatifs. Donc, ici, je voulais juste peut-être juste donner la liste de certains des autres motifs de discrimination qui sont protégés par le Code des droits de la personne. Juste pour votre information. Aujourd'hui, comme j'ai mentionné plusieurs fois, on se concentre sur le motif d'handicap, mais c'est bon pour tout le monde de savoir qu'il y a d'autres motifs qui sont également protégés par le Code. Je passerai pas tout à travers la liste, là, mais c'est juste pour vous donner des exemples, il y a la race, la croyance, l'âge, etc. Et aujourd'hui, comme je dis, on va se concentrer beaucoup plus sur le motif d'handicap. Et puis même, on peut penser que le Code s'applique à tous les situations injustes et harcèlement injustes qu'on peut passer à travers du jour au jour. Mais comme vous allez voir dans cette présentation, c'est pas nécessairement toutes les situations qui peuvent être nécessairement couvertes par le Code. Ça doit être des situations qui sont déterminées d'être la discrimination selon un test, sont légales sous le Code des droits de la personne. Et puis, on va passer à travers tout ça aujourd'hui, plus tard. Alors, comment que le Code des droits de la personne définit un handicap? C'est important de se rappeler que le terme handicap on peut penser à une certaine définition, soit une définition médicale ou une définition selon des assurances ou un autre régime qui existe, qui adopte des définitions différentes. Mais faut se rappeler que certaines lois vont définir le terme handicap différemment. En ce qui concerne le Code des droits de la personne, le Code adopte une définition très, très large du terme handicap, de qu'est-ce qui peut être inclus comme handicap et donc qu'est-ce qui serait protégé par le Code des droits de la personne. Ça l'inclut handicap physique, troubles visuels, auditifs,
communication, etc. Et puis, c'est pas seulement non plus un terme médical nécessairement. Ça peut aller un peu plus loin que ça également, dans le sens que la définition dans le code a un focus un peu plus sur qu'est-ce qu'on appelle le modèle social de compréhension de qu'est-ce qu'un handicap. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, c'est que le code prend ou comprend ce que peut être un handicap, non seulement avec c'est quoi le diagnostic médical, mais aussi l'effet de l'environnement social de la personne qui peut autour de la personne, que ça peut ou l'impact de l'environnement sur la personne. Ça peut également faire en sorte que la caractéristique que la personne a va être inclus comme étant aussi dans la définition d'un handicap. Encore plus loin que ça, la définition d'handicap selon le code inclut également un handicap qu'on appelle perçu. Ça veut dire que si on croit qu'une personne a un handicap en particulier, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne a l'handicap qu'on croit, mais c'est qu'on pense qu'ils ont cet handicap et cette personne-là fait face à la discrimination en raison de cette perception-là. J'ai mis quelques exemples ici là, pour un peu illustrer qu'est-ce qu'un handicap perçu peut avoir l'air. Et si quelqu'un fait face à la discrimination par d'autres personnes, parce que ces autres personnes-là croient que l'individu va développer un handicap dans le futur. L'autre exemple, c'est une personne qui utilise un dispositif d'assistance à la communication est présumée avoir une déficience intellectuelle en raison qu'il utilise le dispositif d'assistance à la communication. Donc, ça, c'est vraiment un différent type de discrimination, mais c'est également protégé par le Code des droits de la personne. Donc, j'ai mentionné plus tôt que le Code protège contre la discrimination. J'ai mentionné plusieurs fois que c'est un des buts ou des objectifs principaux du Code. Mais c'est quoi la discrimination selon le Code? En gros, ou de façon vraiment générale, la discrimination, c'est lorsque vous êtes traité de façon différente parce que vous avez un handicap et ce traitement a un effet négatif sur vous. Donc, essentiellement, si on peut donner une définition simple de c'est quoi la discrimination selon le handicap. La discrimination peut être directe ou indirecte. Quand on parle de direct, c'est clair selon les faits. Par exemple, quelqu'un n'est pas embauché à cause qu'ils ont un handicap. Clairement, c'est la discrimination. Discrimination indirecte, c'est peut-être un peu plus, disons, commun que quand c'est que direct, là, mais c'est un peu plus difficile à identifier des fois, mais c'est quand il y a des normes, des règles, des politiques qui, à première vue, s'appliquent à tous de façon égale, mais ça a un effet négatif sur certains groupes d'individus. Un exemple que je peux donner de discrimination indirecte, ça serait une politique stricte que il n'y a pas d'animaux qui peuvent rentrer dans l'école, par exemple. Ça semble s'appliquer à tous de façon égale, ça, à première vue, mais quand on y pense un peu plus, il peut avoir un effet négatif sur les gens qui utilisent un chien guide ou qui utilisent un animal d'assistance.
puis qui ont besoin d'avoir leur animal d'assistance, par exemple, pour aller à l'école. Donc, ça, c'est juste des exemples de la différence entre une discrimination directe et indirecte, juste pour illustrer un peu la différence. De façon vraiment, c'est le test, disons, légal, vraiment le test légal selon le code, pour démontrer que une personne a fait face à la discrimination. Il y a essentiellement trois choses que la personne doit démontrer. La première chose, c'est naturellement qu'elle possède la caractéristique qui est protégée contre la discrimination selon le code. En d'autres mots, dans notre situation, ce serait qu'elle a un handicap, essentiellement. La deuxième chose, ça serait de démontrer qu'elle a subi un effet préjudiciable dans un domaine qui est protégé selon le code. Ici, ça serait dans notre contexte, dans le domaine de prestation de services, par exemple. Et finalement, qui est un peu peut-être la partie du test le plus important, disons, c'est que la caractéristique protégée, donc l'handicap de la personne, est un facteur dans la manifestation de l'effet préjudiciable que la personne a expérimenté, a fait face. Donc, essentiellement, c'est faire le lien entre l'effet ou l'impact que la personne a subi et son handicap. C'est faire le lien entre les deux. Donc, tout ça, ça revient pour démontrer qu'il y a eu la discrimination contre cette personne-là. En d'autres mots, pour faire ça un peu plus simplifié, c'est que la personne doit démontrer essentiellement que elle a fait face ou elle a subi une expérience négative dans un domaine social protégé par le code. Et puis, son handicap était un facteur dans l'expérience négative qu'elle a fait face. Donc, vraiment dire que, écoute, je peux donner peut-être un exemple. La personne a été congédiée dans son emploi en raison qu'elle a un handicap. Donc, c'est vraiment faire le lien entre c'est quoi qui est arrivé de négatif et l'handicap. Donc, si je pense j'en ai déjà un peu parlé, là, c'était là dans les slides précédents, mais juste pour récapituler, le Code des droits de la personne de l'Ontario interdit la discrimination fondée sur le handicap dans le contexte des prestations de services qui inclut les services éducatifs. Et c'est là qui vient la question de l'inclusion scolaire. Donc, les fournisseurs de services éducatifs, en d'autres mots, les écoles et conseils scolaires en Ontario, ont le devoir de fournir un accès significatif à l'éducation à tous leurs élèves, y compris les élèves en situation de handicap. Donc, essentiellement, c'est que c'est les écoles et les conseils scolaires qui ont ce devoir de s'assurer que leurs élèves en situation de handicap ne font pas face à la discrimination lorsqu'ils accèdent les services éducatifs, donc quand ils vont à l'école ou pour avoir accès à l'école. La décision peut-être plus principale ou qui a vraiment une des décisions les plus importantes, c'est par la Cour suprême dans Moore contre Colombie-Britannique. J'ai juste mis un petit texte là, qui vient de la décision, mais juste pour un peu illustrer là,
l'importance que les écoles et les conseils scolaires doivent se rappeler que c'est important d'avoir un accès significatif pour leurs élèves, pour tous les élèves. Puis juste je vais le lire très rapidement pour vous, là. Essentiellement, la Cour, elle a dit, une éducation spécialisée adéquate n'est pas un luxe dont on peut se passer. Pour ceux qui ont des troubles d'apprentissage, c'est la rampe qui donne accès à l'engagement statutaire à l'éducation prise pour tous les enfants. Donc, essentiellement, c'est l'importance d'avoir des mesures d'adaptation, essentiellement pour l'éducation, pour les étudiants qui en ont besoin. Et c'est là qu'on va rentrer maintenant, c'est vraiment parler un peu plus en détail de c'est quoi les obligations des écoles et conseils scolaires, comment qu'ils exercent leur devoir de fournir un accès significatif à l'éducation aux élèves. Essentiellement, c'est fait à travers ce qu'on appelle un devoir d'accommodement. C'est quoi un devoir d'accommodement? C'est vraiment une façon ou des manières ou des mesures qui sont mises en place pour assurer que les individus ayant un handicap aient des chances, des accès ou des avantages égaux à des services, à des différents services, essentiellement, ou accès ou des chances, avantages dans les autres domaines sociaux qui sont couverts par le Code. Un des principes les plus importants ou un des plus importants du devoir d'accommodement, c'est que ça sert à promouvoir une intégration et participation complète de la personne en société. Donc, dans le contexte de l'éducation, le devoir d'accommodement exige essentiellement que les écoles, conseils scolaires et dans certaines circonstances, peut-être d'autres fournisseurs de services, s'adaptent aux besoins de personnes ayant un handicap, aux besoins spécifiquement à leur handicap ou aussi juste pour se rappeler là, qu'il y a d'autres motifs qui peuvent également rentrer en ligne de compte également ici. Et tout ça, c'est pour s'assurer que les élèves en situation de handicap sont pas affectés négativement pendant qu'ils sont à l'école ou pendant qu'ils essaient d'avoir accès à leur éducation, essentiellement. Donc, il y a trois principes généraux quand on pense au devoir d'accommodement que pour vraiment savoir que c'est des accommodements appropriés dans le contexte. Donc, la première chose, c'est que l'accommodement respecte la dignité de la personne, que le devoir d'accommodement soit vraiment focusé sur l'individualisation. En d'autres mots, chaque personne a un handicap, peuvent avoir besoin des accommodements différents. Puis, il faut vraiment que les écoles, les conseils scolaires, entre autres, soient au courant de ça. Et puis, c'est vraiment focusé sur la personne. Même s'il y a deux élèves qui ont le même handicap, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir le même accommodement, nécessairement, ou qu'ils ont besoin du même accommodement. Donc, c'est vraiment axé sur l'individualisation. Et finalement, le devoir d'accommodement aussi doit se concentrer sur assurer l'intégration et la pleine participation de la personne également. Et vraiment, quand on parle de participation et intégration, on parle vraiment à l'école, essentiellement.
Donc, le devoir d'accommodement c'est un devoir qui, comme je dis, c'est vraiment axé sur le devoir pour les écoles et les conseils scolaires. Euh, et il y a deux stages vraiment quand on parle du devoir d'accommodement essentiellement. Le premier stage, c'est par rapport à ce qu'on appelle une obligation procédurale. Et vraiment, à ce stade-là du processus d'accommodement, ça serait de vraiment plus concentrer sur figurer c'est quoi l'accommodement qui serait approprié et nécessaire pour l'étudiant, pour l'élève en situation de handicap. Il y a certaines choses que les écoles ou les conseils scolaires dans certaines situations doivent faire à ce stade-là. Et j'en ai listé quelques-uns ou les générales, les plus importantes. D'abord, c'est faire une évaluation individualisée des besoins de l'étudiant, prendre des mesures appropriées pour déterminer quels accommodements seraient appropriés pour l'élève. Il y a des situations où que les écoles peuvent, et même dans certaines situations doivent, demander des informations additionnelles, soit ils demandent aux parents si l'étudiant est jeune ou bien ils peuvent demander l'étudiant directement là, dans le contexte que s'ils ont plus de 16 ans. Mais les informations qu'ils peuvent demander, des fois, d'habitude, c'est plus lié du côté médical, essentiellement avoir des lettres du médecin ou peut-être des lettres de spécialistes, pour vraiment comprendre c'est quoi les besoins de l'élève. C'est quoi que l'élève a besoin comme accommodement à l'école. Donc ça, les écoles, les conseils scolaires peuvent faire ces demandes-là aux parents. Et puis, peut-être la majorité du temps, les parents ont déjà cette lettre-là où ils peuvent aller la chercher. Mais il peut y avoir des situations où c'est un peu plus difficile d'aller chercher l'information qui est demandée. Et ça fait un peu partie de ce stage-ci du devoir d'accommodement que les conseils scolaires, les écoles devraient aider un peu les parents dans la collecte d'informations. Donc, s'ils veulent plus d'informations, des fois, ça peut être... des écoles peuvent venir en aide si c'est difficile pour les parents de venir chercher l'information qu'ils demandent. Et puis, finalement, là, qu'est-ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que si jamais l'école refuse ou ne respecte pas le stade procédural du devoir d'accommodement, dans le sens qu'il refuse de même rentrer ou de même enquêter des accommodements possibles. Ça a déjà été décidé là, dans des décisions devant le tribunal des droits de la personne que simplement refuser de rentrer dans le côté procédural du devoir d'accommodement, ça peut entraîner une violation du Code des droits de la personne, au même titre que si c'est un refus d'accommoder ou une discrimination directe. La dernière chose que je voulais juste rajouter avant qu'on passe à la prochaine étape, c'est juste de rappeler à tout le monde que le processus d'accommodement, l'obligation procédurale des écoles et conseils scolaires, oui, c'est beaucoup de responsabilités du côté des écoles,
Mais c'est aussi le processus d'accommodement est aussi un processus plus collaboratif, dans le sens que les parents aussi ont des responsabilités dans le processus. J'ai donné l'exemple plus tôt là, que des informations médicales, par exemple. Que si c'est demandé, il faut quand même collaborer dans un sens, dans le sens si que tu sais, la demande d'information, c'est pas trop. C'est pas trop demandant ou c'est pas ou ça va pas au-delà de qu'est-ce qu'ils ont le droit de savoir. Mais tout ça pour dire que si c'est une demande raisonnable, puis ça peut aider le processus pour arriver à accommoder l'étudiant. Euh, c'est important que les parents collaborent également là, avec l'école le plus possible. Et l'école aussi a cette obligation-là de collaborer avec les parents pendant le stade procédural. Donc, l'autre côté ou la deuxième étape, disons, euh, du devoir d'accommodement ou le processus d'accommodement, c'est vraiment qu'est-ce qu'on appelle l'obligation substantielle. Et ça, c'est vraiment plus sur, on est un peu passé à l'enquête et tout ça, et puis là, on offre l'accommodement ou on met en place l'accommodement ou les mesures d'adaptation pour l'élève. Puis, à ce stade-ci, c'est encore important, puis je pense que je le répète assez souvent, mais je pense que c'est important de le répéter, là, que les mesures d'adaptation doivent être appropriées, individualisées et respecter la dignité de l'étudiant. Dans le contexte de l'éducation, c'est important aussi pour les écoles de vraiment prendre en compte les points forts, les besoins, les exigences de chaque élève en situation de handicap dans leur école. Et puis, on en parlait un peu plus de comment ils peuvent faire ça plus tard dans la prochaine section. Sous la loi sur l'éducation, il y a un processus aussi là, qui peut rentrer en compte là aussi. Encore une fois, l'individualisation, très, très important. Je pense que je l'ai répété quelques fois dans la même slide sans m'en rendre compte, mais important de toujours se rappeler que les écoles doivent se rappeler que leur devoir, c'est pas juste de dire, ah ben, tous les élèves qui ont cet handicap-là ont seulement accès à cette mesure d'adaptation-là. C'est pas comme ça que le devoir d'accommodement fonctionne. Et puis aussi, les écoles ont la responsabilité de fournir les accommodements appropriés dans un temps opportun et raisonnable. Je peux pas vraiment vous dire si ça veut dire une semaine, un mois ou quoi que ce soit. Par contre, là, ça dépend de la situation spécifique, puis de l'accommodement spécifique, honnêtement. Mais tout ça pour dire, c'est que ça veut pas dire que l'école peut attendre 1 an, 2 ans avant de fournir l'accommodement qui est nécessaire pour l'étudiant. Donc, je vous ai un peu parlé d'un peu de façon générale ou plus juridique là, de c'est quoi le processus ou le devoir d'accommodement et tout ça. Je voulais passer juste un petit quelques secondes juste pour vous donner des exemples de qu'est-ce qu'on voit le plus souvent là, quand ça vient des accommodements pour les élèves. Ça ne veut pas dire que c'est juste ça qui peut exister, mais c'est juste ce qu'on voit le plus souvent pour vous donner juste une petite idée de quoi qu'on parle ici. Donc, des fois, ça peut être des programmes modifiés, du temps supplémentaire pour les examens ou les devoirs, des formes alternatives pour les évaluations,
les documents académiques soient fournis en format alternatif aussi. Fourniture et formation sur la technologie adaptative, si l'étudiant utilise une technologie adaptative, et l'aide et soutien en classe. Je ne vais pas passer trop de temps sur ce sujet-ci, soit les journées modifiées, mais je voulais juste le mettre sur votre radar, juste pour que vous sachiez que ça existe. Donc, il y a un article dans un règlement qui a été pris sous la loi sur l'éducation qui essentiellement donne une exception pour une officielle scolaire. D'habitude, ça peut pas être moins que 5 heures par jour pour les étudiants pour considérer une journée scolaire, sauf dans des situations où pour un élève en situation de handicap, par exemple. Donc, c'est un peu dans le sens que, un peu pour donner une exception à une règle, mais aussi comme dans certaines situations, ça peut aller jusqu'à un point d'un accommodement un peu forcé dans un certain sens. Juste, on voit des fois des écoles qui utilisent l'article 3 du règlement pour dire, écoute, on n'a pas de personnel. Aujourd'hui, on n'en a pas assez, donc on va raccourcir la journée. Donc, c'est important de garder en tête que ça existe. Et puis, il n'y a pas de décision du tribunal des droits de la personne à propos d'une situation comme ça nécessairement. Mais tu sais, il peut y avoir certainement des arguments pour dire que dans certaines situations, ça peut aller jusqu'au point que c'est la discrimination. Ça peut être une forme de discrimination. Donc, ça, je ne vais pas passer plus de temps, là, juste en raison qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais juste pour que vous sachiez que ces journées-là, ces règles-là existent également. Donc, on a parlé vraiment des responsabilités des conseils scolaires et des écoles dans leur devoir d'accommodement. Par contre, il y a également des temps que soit l'école ou les conseils scolaires vont simplement dire, écoute, pour certaines raisons, on refuse d'accommoder ou on refuse les demandes des parents. Qu'est-ce que nous, on voit souvent, c'est dans ces situations-là, c'est que les écoles vont soit dire que il y a pas de, ils ont déjà accommodé l'élève, donc il n'y a pas besoin de continuer d'aller plus loin dans le processus d'accommodement. C'est déjà fait selon l'école. L'enfant ou l'élève n'a pas de besoin de mesures d'adaptation qui a été demandé. Et finalement, l'école ou le conseil scolaire n'est pas en mesure de fournir la mesure d'adaptation ou l'accommodement demandé. Donc, ça, c'est les 3 qu'on voit le plus souvent, les 3 raisons. Je ne veux pas dire que juste à cause qu'ils disent que c'est vrai, mais tu sais, c'est qu'est-ce qu'on voit le plus souvent là, en tant que défense contre offrir un accommodement. Et puis, ça dépend vraiment de la situation spécifique des personnes, là, à savoir si oui ou non, n'importe quel de ces arguments marcherait ou serait justifié. Mais essentiellement, c'est difficile de dire que si oui ou non, ça serait justifié selon le code ou quoi que ce soit. Mais dans le sens de le dernier argument spécifique que l'école n'est pas en mesure de fournir la mesure d'adaptation.
Ça revient un peu à une justification possible qui pourrait être, disons, justifiée par ou qui est considérée comme étant une justification à ne pas remplir son devoir d'accommodement. Et ça, c'est quand que l'accommodement causerait un préjudice injustifié pour l'école ou le conseil scolaire. Et c'est quoi un préjudice injustifié? C'est pas simplement dire ça va coûter trop cher ou bien ça ne le tente pas. C'est vraiment quelque chose la barre est haute là, pour se rendre à être un préjudice injustifié. Donc, le code donne 3 différentes situations ou qui pourraient être considérées comme un préjudice injustifié pour les écoles, le conseil scolaire. Donc, les frais. Et quand on parle de frais, on parle pas seulement comme j'ai dit plus tôt, là, que ça coûte trop cher. Il faut que ça soit plus que ça. Faut que ça soit vraiment des coûts exorbitants qui vient vraiment là, faire en sorte que le conseil scolaire, c'est comme impossible pour eux autres de le faire avec leur budget. Et quand ils considèrent les frais, il faut qu'ils considèrent également s'il y a des sources de financement extérieures possibles aussi pour les accommodements. Et finalement, l'autre ou la dernière catégorie de préjudice injustifié, c'est si un accommodement va causer ou va rentrer ou va causer un problème pour les exigences de santé et sécurité dans l'école. Ce dernier exemple-là ou cette dernière catégorie-là, on ne voit pas ça souvent, honnêtement, là, pour quand on parle de l'éducation ou dans le domaine d'éducation. Moins que des fois, peut-être dans le sens si un élève a un comportement qui est jugé comme étant abusif, et puis le comportement est une manifestation de leur handicap. Des fois, ils vont utiliser la raison de sécurité, là. Mais encore une fois, que ce soit les frais ou que ce soit les exigences de santé et sécurité, ça revient toujours au conseil scolaire pour prouver que c'est un préjudice injustifié et non aux parents de prouver que ça ne serait pas un préjudice injustifié. Donc, c'est vraiment au conseil scolaire à démontrer ça. Donc, juste avant de rentrer j'allais juste discuter un peu de casser, où porter plainte si vous avez une question de discrimination avec le conseil scolaire. Mais juste avant, si Audrey, s'il y avait quelque chose que tu voulais tu voulais rajouter ou discuter. Je pense que ça va, vu qu'on est déjà 7h30, je pense que je vais attendre pour parler des droits linguistiques à la fin. Puis, merci, Lila. Il n'y a pas de problème. Donc, ouais, je suis aussi également consciente du temps. Donc, je ne vais pas passer à travers tout ça, là, à cause je veux quand même donner aussi un peu de temps sur la loi sur l'éducation. Mais essentiellement, si toute plainte de discrimination sont régies ou sont réglées devant le tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Et puis, je vous invite de contacter soit moi, soit Audrey, si vous avez des questions sur le processus. Ça fait aussi partie là, des choses que Arch aussi également peut donner des conseils sommaires dessus dans plus de détails. Je vais juste passer plus vite là-dessus. Je veux vraiment passer un peu plus de temps ou le reste de notre temps sur la loi sur l'éducation avant qu'on conclue avec les droits linguistiques.
Euh, donc, essentiellement, la loi sur l'éducation a régi tous les services d'enseignement primaire et secondaire public. C'est la loi sur l'éducation qui dit que les enfants de l'Ontario sont tenus d'aller à l'école, par exemple, et qu'un élève dit exceptionnel peut rester à l'école jusqu'à l'âge de 21 ans. La loi sur l'éducation parle vraiment d'exceptionnalité et utilise vraiment le terme exceptionnalité. Vous allez peut-être entendre ce terme-là également aux discussions avec l'école pour vraiment expliquer ou pour catégoriser les élèves en situation de handicap qui ont des besoins d'accommodement. Donc, ils vont dire que c'est des élèves dits exceptionnels. Donc, la loi sur l'éducation a aussi établi les règles de ce qu'on appelle les comités d'identification, de placement et de révision, ou les CIPR, pour, pour raccourcir un peu. Puis, on va parler un peu plus de c'est quoi les CIPR et c'est quoi leur rôle dans le domaine d'inclusion scolaire un peu plus tard ou dans quelques minutes. L'autre chose que la loi sur l'éducation rédige, c'est vraiment les obligations de l'école et le conseil scolaire à créer qu'est-ce qu'on appelle un plan d'enseignement individualisé ou un PEI. Également, on va passer un peu ce temps, quelques minutes, juste pour vous expliquer c'est quoi des PEI également. Et finalement, la loi sur l'éducation a créé des tribunaux de l'enfance. Ils appellent ça les tribunaux de l'enfance en difficulté de l'Ontario pour prendre des décisions définitives et exécutoires concernant l'identification ou le placement d'un élève dit exceptionnel. Donc, on va discuter un peu plus de chacun de ces catégories-là, là, plus en détail. Donc, tout d'abord, la loi sur l'éducation identifie 5 catégories d'exceptionnalité qu'un élève peut être déterminé comme étant exceptionnel. Peut être selon son comportement, sa manière de communication, façon intellectuelle, exceptionnalité physique, ou la 5e catégorie, dite plusieurs exceptionnalités, qui veut dire essentiellement un mix de plusieurs, de quelques-unes des catégories, disons catégories finalement. La loi sur l'éducation dit vraiment que ces différentes catégories-là doivent être interprétées de façon large. C'est un peu d'une façon pour s'assurer que, tout comme le Code des droits de la personne définit le terme handicap large, la loi sur l'éducation définit également le terme exceptionnalité de façon large pour, disons, pour inclure le plus de situations possibles. Par contre, parce qu'on a passé beaucoup de temps sur le devoir d'accommodement selon le Code, c'est important de se rappeler que un élève en situation de handicap n'a pas besoin d'être identifié comme étant exceptionnel officiellement sous la loi sur l'éducation pour avoir des accommodements à l'école. En d'autres mots, même si un élève en situation de handicap n'est pas identifié comme étant exceptionnel, pour quelque raison que ce soit, n'a pas été identifié, mais a des besoins d'accommodement en raison de son handicap pour avoir un accès significatif à l'école, à son éducation. Les écoles et les conseils scolaires ne peuvent pas dire « Ah, ben, on n'a pas besoin de l'accommoder, quoi que ce soit, vu qu'ils ne sont pas identifiés. » À cause du Code des droits de la personne, j'ai quand même protégé l'étudiant dans cette situation-là. Donc, c'est juste important de garder ça en tête
parce que il y a des situations que peut-être les étudiants, les écoles n'identifient pas les étudiants et puis dans ce temps-là, ils croient qu'ils n'ont pas besoin de les accommoder, mais ça, c'est pas vrai. Donc, la première, après d'avoir été identifié comme étant exceptionnel, les écoles vont rédiger ce qu'on appelle un plan d'enseignement individualisé, un PAI. Ça, c'est rédigé par l'école, mais c'est fait en consultation avec les parents ou les élèves ou l'élève, dépendamment de l'âge de l'élève. Essentiellement, le plan d'enseignement individualisé, le PAI, c'est un plan d'accommodement, essentiellement. Ça l'indique c'est quoi les accommodements ou les mesures d'adaptation qui vont être mises en place pour l'élève à l'école. Ça décrit également les attentes d'apprentissage et aussi supposé de prendre en note les progrès de l'élève au courant de l'année scolaire. Les PAI sont des documents qu'on dit vivants, tu sais, que ça peut changer à travers le temps, ça peut changer à travers l'année scolaire même. C'est quelque chose de, comme tout accommodement, ça peut changer. L'élève peut avoir un besoin en automne puis avoir des besoins complètement différents, quelques mois plus tard. Donc, c'est un document qui est supposé être considéré comme un document vivant. Et puis, les PAI peuvent être préparés sans l'identification formelle d'un élève comme étant exceptionnel. Ça peut arriver. D'habitude, ça n'arrive pas honnêtement. D'habitude, les écoles vont d'abord vouloir identifier l'élève comme étant exceptionnel officiellement. Mais gardez en tête pareil que c'est pas nécessaire. C'est comme que j'avais mentionné plus tôt, c'est un plan d'accommodement et un élève qui soit identifié comme exceptionnel ou non, c'est pas ça le test pour avoir des accommodements ou un PAI. Mais une fois un élève est identifié comme étant exceptionnel, un PAI est obligatoire. Donc, ça vient tout de suite après. Et puis d'habitude, c'est créé dans les 30 jours après qu'il y a une décision d'exceptionnalité de l'élève. Donc, ça devrait être assez rapide. Et des fois, ça peut inclure beaucoup de consultations avec les parents également ou des rencontres avec les parents de temps en temps et aussi dans ces 30 jours-là. Mais il faut que l'école donne une copie aux parents, essentiellement, d'ici 30 jours après la décision que l'élève est exceptionnel. Donc, il y a certaines choses que les pays adressent, puis je pense que j'ai déjà parlé de plusieurs de ces choses-là, mais juste en plus de c'est quoi les besoins de l'élève, c'est quoi les points forts, des plans de transition s'il y en a, s'il y en a qui ont ces besoins, c'est quoi les accommodements qui vont être offerts ou qui vont être donnés à l'élève. Essentiellement, c'est vraiment les détails de c'est quoi, comment que l'école va accommoder l'élève pendant qu'ils sont à l'école pour assurer qu'ils ont accès à leur éducation. Donc, je vais parler rapidement des CIPR, juste pour vous donner une idée, c'est quoi. Essentiellement, c'est un processus, comme le nom indique, c'est un processus d'identification et de placement d'un élève. La grande majorité du temps, c'est initié par le directeur de l'école, mais ça peut être initié par les élèves, par les parents, désolé, également.
des fois, ça peut être un peu un risque en tant que parent de demander sans que le directeur le demande directement. Dépendamment, c'est quoi, c'est la situation de l'élève. Une fois que le CPR est initié, ils peuvent demander pour des documents, des évaluations médicales, des opinions demander les opinions des parents, nécessairement, les opinions de l'enseignant dans la classe, et les lettres de soutien de la communauté. Donc, ça ouvre la porte vraiment à plusieurs choses, à plusieurs informations. Mais une fois que c'est initié, le CPR est initié, il va y avoir une réunion qui va être donnée, qui va être mise en place. Et puis pendant cette réunion-là, les parents peuvent essentiellement ou sont vraiment encouragés d'y assister. Et puis le CPR, les membres du CPR vont demander des questions, vont regarder les documents et tout. Et puis, c'est là qu'ils vont décider si l'élève est considéré comme exceptionnel, selon leur définition. Et puis également, s'ils décident que l'élève est exceptionnel, il y a certains conseils scolaires qui ont plusieurs types de placements qui pourraient être possibles pour l'élève, pour un élève exceptionnel. Donc, ça vient vraiment de la loi sur l'éducation, les différents types de placements pour des élèves exceptionnels. C'est pas nécessairement tous les conseils scolaires à travers Ontario qui ont toutes ces options-là disponibles, mais c'est bon de savoir qu'il y a certains qui existent. Et puis, ça va de pleine intégration jusqu'à ségrégation quasiment, là, honnêtement. Quand on parle de cours réguliers, on parle, tu sais, avec les autres élèves dans on dit des classes régulières, avec soit des soutiens indirects, aide, ressources, assistance, en d'autres mots, des accommodements, ou des classes d'éducation spéciale. Ça, c'est un peu plus façon ségrégation là, des autres élèves. Je ne vais pas passer à travers tous les détails nécessairement, là, mais c'est bon de savoir que ça existe. Donc, une fois que le CIPR prenne leur décision, vous, comme parent, vous avez deux choix. Essentiellement, soit que vous êtes en accord avec la décision, soit que vous êtes en désaccord, essentiellement. Si vous êtes en accord de la décision qui inclut que si l'élève est exceptionnel et le placement. Donc, il y a juste quelques formulaires à signer. Et puis, l'école va rentrer dans le processus du PEI. La création du PEI et le placement selon quoi que ça a été décidé. Si vous êtes en désaccord avec la décision, comme par exemple, vous n'êtes pas en accord avec le type de placement, ou vous n'êtes pas d'accord que l'élève a été déterminé non exceptionnel, que ça peut arriver que le CPR décide que l'élève est non exceptionnel. Vous pouvez demander une deuxième rencontre avec le CPR, ou vous pouvez demander un appel auprès de ce qu'on appelle la commission d'appel de l'éducation spéciale. Ça, c'est une commission qui est établie par le conseil scolaire. C'est interne. Et puis, ça donne l'opportunité aux parents de participer à des discussions devant la commission, mais essentiellement, qu'est-ce que la commission peut faire, c'est qu'ils vont réviser qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion CPR, puis ils vont faire des recommandations. Ils peuvent demander des questions aussi, ils peuvent discuter, demander des questions aux parents aussi pour plus d'informations, mais essentiellement, à la fin, c'est vraiment des recommandations qu'ils vont donner au conseil scolaire à qu'est-ce qu'ils vont faire avec la décision du CPR. Donc, en tant que
vu que c'est des recommandations, le conseil scolaire n'est pas obligé de suivre les recommandations. Mais vous, en tant que parent, vous avez d'autres options pour aller plus loin. Et ça, c'est vraiment de faire un appel devant le tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario. Donc, ça, c'est un tribunal administratif au même titre que le tribunal des droits de la personne de l'Ontario, où il y a des formulaires à remplir, des requêtes, puis éventuellement, il y aurait une audience, si ça se rend à l'audience. Donc, juste pour que je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais vous pouvez également nous contacter si vous avez des questions spécifiques là, sur comment faire un appel. Finalement, juste la dernière petite partie ici que j'ai, c'est juste un peu un résumé de c'est quoi les responsabilités de tout le monde. Comme j'avais mentionné plus tôt, là, les accommodements, le processus d'accommodement, l'inclusion scolaire, c'est des processus collaboratifs. Ça l'inclut, tout le monde a des responsabilités finalement, tout le monde qui est impliqué. Donc, l'école a la responsabilité d'informer les élèves ou leurs parents de la possibilité d'avoir des mesures d'adaptation, des accommodements et le processus. C'est à l'école d'enquêter et arranger des solutions possibles d'accommodement et d'obtenir des conseils d'un expert des fois même. Mais ça reviendrait à l'école. Et puis, s'il y a des frais pour n'importe quel type ou toute partie de ce processus-là, c'est l'école qui est responsable pour payer les frais dans le sens du processus d'accommodement. Le conseil scolaire, en tant que tel, c'est vraiment de s'assurer que l'école est conforme avec la loi sur l'éducation, élaborer et maintenir un plan d'éducation spéciale, donc vraiment élaborer essentiellement les PEI, établir les CIPR et création des comités consultatifs sur l'éducation spécialisée. Donc, c'est plus administratif pour le conseil scolaire. Et finalement, pour les parents et élèves, si dépendamment de leur âge, vous avez quand même des responsabilités aussi. Une des responsabilités, c'est d'informer l'école si il y a des besoins d'accommodement ou qu'il y a possiblement des besoins d'accommodement pour l'élève pour essentiellement enclencher ou déclencher le processus avec l'école. Faire connaître les besoins de l'élève à l'école afin que l'école puisse vraiment mettre les mesures en place qui sont appropriées ou donner de l'information à l'école à propos de leurs besoins. Aider, collaborer à trouver les accommodements. C'est pas votre responsabilité de trouver les solutions, mais c'est quand même une responsabilité de collaborer avec l'école pour les aider à trouver les solutions qu'ils ont besoin. Ouais, donc, ça, c'est en gros qu'est-ce que les différentes responsabilités des différentes parties. On a encore quelques minutes. Audrey, si tu veux parler de Droit des droits linguistiques. Oui, merci beaucoup. Je vais juste partager mon écran rapidement. Donc, étant donné que le mandat de PPA est strictement pour les parents de langue française, franco-ontariens, franco-ontariennes, les parents dont les enfants fréquentent l'école de langue française en Ontario, on a pensé que ça pourrait être pertinent de parler de l'intersection entre les droits linguistiques et l'inclusion scolaire. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement, vu qu'on veut aussi vous donner la chance de poser des questions. Donc, essentiellement, la raison pourquoi les droits linguistiques sont pertinents ici,
c'est que comme parent, vous êtes titulaire, comme parent de langue française, vous êtes titulaire de droit selon l'article 23 de la Charte, qui vous permet d'envoyer vos enfants à l'école de la minorité lorsque vous êtes en situation minoritaire. Donc, lorsqu'on est franco-ontarien, on envoie nos enfants, on a le droit d'envoyer nos enfants à l'école de langue française en Ontario. On est anglo-québécois, on a le droit d'envoyer nos enfants à l'école de langue anglaise au Québec. Étant dit, l'intersection avec l'inclusion scolaire est intéressante parce qu'une partie de l'article 23, de la jurisprudence qui découle de l'article 23, reconnaît que l'éducation de la minorité doit avoir une certaine équivalence avec l'éducation de la majorité. Il y a le critère exigeant là où le nombre le justifie, évidemment, mais dans les endroits où on a déjà des établissements de langue française, que là, qu'en Ontario, on a 12 conseils scolaires, n'est-ce pas? On a beaucoup d'écoles de langue française en Ontario. Donc, le critère, le nombre le justifie. Je pense qu'on se situe vraiment à ce qu'on considère la limite supérieure. Là. On a le nombre qui le justifie dans la plupart des communautés. On a nos écoles établies. Mais c'est que dans ces écoles-là, nos écoles de langue française, on doit avoir pour nos élèves qui ont une situation de handicap, ils doivent avoir un accès équivalent à ce que les élèves dans l'école de la majorité ont. Donc, on pensait que c'est pertinent de soulever la question étant donné notre public ce soir, étant donné que, j'imagine, si vous avez des enfants, vous êtes ayant droit dans le système scolaire francophone. Parce que si vous vous retrouvez dans une situation où votre école, votre conseil scolaire n'accommode pas votre enfant, ne fait pas l'inclusion de manière, en fait, je veux dire, telle qu'elle est là, elle est expliquée, c'est bien expliqué, de manière adéquate, et que vous vous retrouvez à aller à une école de langue anglaise, parce que c'est là l'école de la majorité, parce qu'ils réussissent mieux le projet de l'inclusion scolaire, ça soulève la question des droits linguistiques, ça soulève une question de est-ce que c'est vraiment un service équivalent et est-ce qu'il y a une question potentielle ici en droit constitutionnel, en droit linguistique. Donc, on voulait soulever la question, c'est un petit peu créatif, là, si on veut, mais c'était vraiment pour qu'on réfléchisse là-dessus, comme parents, pour qu'on s'assure que l'inclusion scolaire soit vraiment bien réussie dans nos écoles aussi, puis qu'on ne se retrouve pas avec des situations où que si nos enfants ont des besoins, que nos enfants sont en situation de handicap, qui ont besoin d'inclusion ou qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on quitte nos établissements de langue française parce qu'ils ne répondent pas. Je ne dis pas que c'est le cas, mais qu'ils ne répondent pas potentiellement aux besoins. Alors, je voulais juste soulever cette question-là, puis maintenant, je te repasse la parole. Merci bien, Audrey. Merci bien, Laïla, pour vos présentations. Maintenant, on arrive à la partie où nos participants peuvent poser des questions. Laïla, pendant que tu parlais de l'exceptionnalité. Karine avait fait un petit commentaire dans le chat qui a attiré mon attention quand elle a dit, premièrement, elle a trouvé que le concept exceptionnalité sonne beaucoup plus attrayant que ce qu'on appelle, la façon qu'on le dit en français, c'est anomalie. En anglais, on dit exceptionalities. Ouais. Ce serait beaucoup plus beau, je suis tout à fait d'accord. Mais après, elle a commenté, mais l'identification n'a pas plus de poids légalement. J'aimerais entendre ce que tu as à dire là-dessus, puis après, les gens peuvent lever vos mains ou poser vos questions. Oui, non, c'est une bonne question. Donc, essentiellement, dans certaines façons, peut-être qu'on peut dire qu'il y a peut-être un peu plus de poids dans le sens que ça peut obliger
l'école a créé le plan, les PEI, donc les plans d'accommodement, cause qu'une fois qu'un élève est identifié, il y a une obligation légale de le faire. Donc, sous la loi sur l'éducation et le processus CPR, les PEI, oui, ça peut avoir un peu plus de poids. Mais quand on parle juste de façon droit de la personne, inclusion scolaire de façon générale, euh, par exemple, euh, si vous amenez une requête devant le tribunal des droits de la personne au nom de votre enfant, euh, le tribunal des droits de la personne ne va pas s'attarder à savoir si oui ou non l'élève a été officiellement identifié par un CIPR. Ça ne dérange pas vraiment pour le processus des droits de la personne, du processus d'accommodement de façon générale. Donc, à savoir si oui ou non ça a plus de poids, c'est un peu difficile à dire que oui ou non, là, puis comme je dis, la seule chose que je peux penser qu'il y ait plus de poids, que ça pourrait obliger, sous la loi sur l'éducation, euh, obliger les écoles à créer des PEI. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cette obligation légale sous le Code des droits de la personne, par exemple, de le faire pareil sans l'identification formelle. OK. Euh, Ouais. je comprends très bien. Karine, est-ce que tu veux réagir ou quoi? Ou c'est correct, t'es correct avec ça? Geneviève et Robert, je pense que vous avez écrit un commentaire. Est-ce que vous voulez le dire à vive voix ou je peux le lire à votre place? Alors, la question de Geneviève et Robert, c'est que signifie service scolaire inclusif? Euh, Essentiellement, quand on parle de service scolaire, mais je sais pas si service scolaire inclusif nécessairement, mais tu sais, de juste l'inclusion en classe ou de l'inclusion scolaire de façon Mhm, générale. Tu sais, on parle vraiment que tu sais, qu'il y ait l'intégration avec tous les élèves et mhm, tout le monde qui est à l'école. Ça inclut aussi que les élèves en situation de handicap ont un accès égal à une éducation significative, qui aient accès à des mesures d'adaptation pour avoir cet accès à l'éducation également. Donc, quand on parle d'inclusion scolaire, c'est vraiment tout ça ensemble euh, pour s'assurer que tout le monde a la même accès mhm. à l'éducation en classe. L'autre, je ne sais pas si je veux pas trop prendre trop de temps si tu voulais rajouter quelque chose. Non, je pense qu'on a la même. C'est vraiment que qu'on ne discrimine pas un enfant à cause qu'on l'exclut pas, qu'on ne le ségrègue pas, qu'il fasse partie du groupe. Ouais. Ouais. Il y a un autre commentaire que Karine a fait que je trouve assez pertinent, c'est que c'est un constat qu'elle a fait, je pense. Elle a dit les conseils scolaires font de moins en moins d'identification. Plusieurs ne les mentionnent même plus sur leur site Internet ou dans les guides des parents. Mhm. Donc, dans un cas pareil, je présume dans un cas pareil où un parent a des inquiétudes et voudrait aller, vu que les écoles, c'est quoi la démarche à suivre? Je sais que tu as mentionné qu'un parent peut initier ou peut demander, euh, mais si la direction refuse, est-ce qu'on Mhm. on s'en va vers le tribunal des droits de la personne? Donc, ça serait c'est pas nécessairement le tribunal des droits de la personne dans ce cas-là. Si la demande, c'est que le parent veut avoir identification, enfin, veut que leur enfant soit identifié selon un processus sous le CIPR, euh, et puis l'école refuse de rentrer dans ce processus-là, je ne sais même pas s'il y aurait le droit de refuser une demande. D'initier le processus, mais euh, j'imagine que pourrait quand même peut-être juste aller au tribunal euh, de
tribunal des enfants en difficulté à la place, un appel comme ça à travers ce processus-là. C'est un peu différent d'aller au tribunal des droits de la personne. Donc, ça serait pour une demande que votre enfant soit accommodé à l'école, quel que soit qu'il soit identifié ou qu'il soit pas identifié, ça ne dérange pas. Qu'il aille juste qu'il soit accommodé à l'école pour qu'il soit capable de, accès à son éducation. Et puis, l'école refuse d'accommoder ou refuse de parler avec le parent à propos des accommodements possibles. Ça, cette plainte-là, on peut aller au tribunal des droits de la personne avec une plainte comme ça. C'est un peu, je sais que ça revient peut-être un peu des processus similaires, mais c'est vraiment des processus légaux différents. Je sais pas si ça clarifie un peu la différence ou j'ai peut-être plus mélangé. Non, c'est bien, c'est bien. Je veux profiter du temps parce que je suis conscient du temps. Il est 8 heures. On était là de 6h30 jusqu'à 8 heures. Et que nous avons des parents avec nous. C'est sûr que la routine de fin de soirée commence déjà. Mais il y a une autre question qui a été posée par Étienne euh, qui dit quel est le taux de réussite des appels des décisions au niveau du CIPR? En d'autres mots, est-ce un droit d'appel réel ou illusoire? Oh, c'est une bonne question. J'ai pas vraiment, honnêtement, j'ai pas le taux. J'ai T'as pas pas le les taux. données? Non, j'ai pas les données pour ça. Je peux juste dire que qu'est-ce que j'entends dans le cadre de mon travail. Euh, c'est extrêmement rare que j'entends il y a une décision de CPR qui a été négative ou que ça a été au point que euh, l'enfant n'a pas été identifié ou ils ont refusé d'identifier. C'est assez rare là, qu'on voit ça. Mais c'est pas des données officielles C'est pas des données officielles. Non. À moins Alors, qu'Audrey, je sais pas si vous en avez. Audrey, veux-tu rebondir? Non, mais je peux peut-être faire un commentaire sur une autre question. Mhm. Vas-y. Euh, J'aime beaucoup le commentaire de Karine qui parle plutôt on utilise le mot ségrégué, mais que ce mot peut avoir une connotation négative. Par exemple, dans les cas où des parents ou même que le meilleur intérêt de leur enfant soit d'être dans une classe distincte. Puis Distinct. c'est vraiment un bon point, surtout quand on pense, par exemple, au centre Gilles Léger. Il existe évidemment des situations où ce qui est le meilleur accommodement, puis ce qui est dans le meilleur intérêt au niveau des droits de la personne pour l'enfant, ça peut justement être dans une classe distincte. Mais comme Karine l'a mentionné, chaque enfant a des besoins différents. Absolument. Donc, oui, merci de le soulever. Merci, Audrey. Savez-vous, moi, je pense que le point par rapport aux données que Laïla a répondu tantôt, est-ce quelque chose que l'association, et je sais que je suis aussi parent, même quand mes enfants vont vers la fin du secteur scolaire élémentaire et secondaire, mais est-ce que l'association des parents pourrait pousser pour que les conseils puissent compiler les données, comme la question a été posée, pour la réussite, pour savoir c'est quoi les données, qu'est-ce que les données nous disent? Parce que s'il y a personne qui collecte les données, on ne le saura pas, hein, de façon systémique. Oui, non, certainement. Ça, je sais pas si ils doivent les collecter d'une façon ou d'une autre. Je sais pas s'ils les publient. C'est ça que moi, je suis pas certaine, C'est ça. honnêtement. C'est pour cela que j'ai fait un petit clin d'œil à l'association des parents, parce que je sais que les parents peuvent, et puis c'est un travail que PPE aussi peut encourager les parents ou avoir des ateliers comme ce soir pour que la conversation puisse avoir lieu. Et s'il y a des points où ça bloque, peut-être ça va débloquer. Question d'avoir une meilleure idée. Est-ce que ce système qui est là, euh,
est-ce que ça apporte les résultats escomptés ou pas? Mhm. Ouais. On vous donne du travail, Julie, là. Donc, Absolument, et merci. Je prends en note les commentaires dans le chat, ainsi que les questions. Je pense que c'est toutes des bonnes questions. Et puis, je les garde dans la ressource, dans nos documents ressources de la soirée pour que je puisse poursuivre la conversation avec l'équipe PPE aussi. Tu sais, souvent, c'est ça, à un. Il y a des petites idées qui me viennent à l'idée, en tête, mais en équipe, souvent, c'est là où on dit, ah, on pourrait faire ça, ou on a cette idée de projet. Donc, je prends en note tout qui est dit ce soir. Honnêtement, merci de votre participation. La présentation était super. Moi aussi, j'en ai appris beaucoup. Et puis, j'aimerais juste dire, j'ai mis dans le chat l'évaluation de la soirée de ce soir, la session de ce soir. Donc, si les parents, si vous pouvez prendre peut-être quelques minutes, ouvrir le lien avant de partir pour répondre à l'évaluation de la soirée. Donc, c'est ça. Voilà. Merci aussi de mon côté. Je dis merci à tout le monde. Comme Julie a mis le petit sondage, je pense, c'était un petit sondage pour que les gens puissent remplir. Oui. Bon, s'il vous plaît de le faire, ça va permettre à PPE de continuer ce travail-là. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à Laïla et à Audrey et à vous, à Geneviève et Robert, Mélissa et Karine et Monsieur ou Madame Étienne, je sais pas trop. Donc, merci à Julie. Donc, bonne fin de soirée tout le monde et on espère se revoir une autre fois sur une autre plateforme. Merci.